Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le capitaine Marcus Williams avançait lentement sur le trottoir bordé d'arbres du centre-ville de Montgomery, Alabama. Il était à la fois droit et détendu, son uniforme bleu marine impeccablement repassé épousant chaque ligne de son corps athlétique. Sur sa poitrine, ses médailles luisaient fièrement sous les rayons du soleil de midi, la Bronze Star, la médaille du mérite, et tout récemment, la distinction pour service humanitaire. À chaque pas, le métal cliquetait doucement, rappelant le poids de ses responsabilités, mais aussi celui de l'honneur. À seulement 32 ans, Marcus avait gravi les échelons de l'armée de l'air avec une discipline et une détermination que peu pouvaient égaler. Originaire d'un quartier modeste de Baltimore, élevé par une mère célibataire qui jonglait entre 2 emplois, il avait grandi avec la certitude que la réussite exigerait de lui non pas 2, mais 10 fois plus d'efforts que ses camarades. Il s'était engagé dès ses 18 ans, bousculant tous les pronostics, prouvant à chaque évaluation, à chaque mission, qu'il méritait sa place. Il était devenu, au fil des ans, l'un des rares officiers noirs de sa base, respecté par ses pairs, mais encore trop souvent observé avec une méfiance silencieuse. Ce jour-là, il sortait d'un événement qui aurait dû être une apothéose. Lors d'une cérémonie solennelle organisée dans un centre des anciens combattants, il avait été honoré pour son rôle décisif dans une mission humanitaire au Moyen-Orient. Lui et son unité avaient organisé l'évacuation de centaines de civils piégés dans une zone de conflit, sauvant des vies au péril de la leur. Une reconnaissance publique de son engagement, un rêve qu'il nourrissait depuis l'enfance. Il avait posé pour des photos, reçu des accolades, des félicitations sincères. Il se sentait vu. Mais cette visibilité allait soudain prendre un tout autre sens. Alors qu'il s'approchait de sa voiture, garée en parallèle sur une rue tranquille, un pick-up de police surgit et freina brusquement devant lui. Marcus s'arrêta net. Les 2 portières claquèrent en même temps, et 2 officiers en sortirent précipitamment, leurs mains déjà sur leurs armes. Capitaine Williams, mettez les mains sur la voiture. Maintenant, ordonna le plus jeune des 2, un homme blanc au visage fermé, dont le badge indiquait officier Bradley. Marcus cligna des yeux, pris de court. Tout autour de lui semblait ralentir. Le contraste entre la solennité de la cérémonie d'où il venait et l'agressivité brutale de cette scène était irréel. Mais son entraînement militaire le maintint dans un calme apparent. Il leva doucement les mains, les yeux droits. « Je suis le capitaine Marcus Williams, de l'US Air Force. Je viens d'être décoré pour... » Main sur le capot, maintenant. Coupa l'autre agent, plus âgé, au regard dur, lieutenant Rourke, d'après l'insigne sur son uniforme. Marcus obéit. Il sentit le métal chaud sous ses paumes. Malgré la montée de l'adrénaline, il parla d'une voix posée, presque douce. « Voici mes papiers. »« Mon identification militaire. » Tout est en règle, dit-il en tendant lentement sa carte. Officier Bradley la saisit, la fixa rapidement, puis haussa les épaules en la tendant à son collègue sans un mot. « Nous avons reçu un signalement concernant un homme noir en uniforme militaire suspect, » dit Rourke sans même croiser son regard. « Vous avez une autorisation pour être ici ? » ?»« Mon uniforme est l'autorisation. »« Je rentre chez moi après une cérémonie officielle, » répliqua Marcus avec patience. « Ce n'est pas ce que nous avons entendu, » renchérit Rourke. « Il y a des faux militaires, des gens qui se déguisent pour tromper, obtenir des avantages. Vous pourriez très bien être l'un d'eux. » Marcus sentit une chaleur étrange envahir son dos, une colère sourde qu'il refoulait depuis des années. Il inspira profondément. C'était toujours le même doute, le même regard suspicieux. Son uniforme, au lieu d'être un gage de confiance, devenait une cible. « Ma carte d'identité est authentique. Vous pouvez appeler la base de Maxwell. Ils confirmeront mon grade et ma présence à la cérémonie. » Il espérait que la mention de cette base, à une vingtaine de minutes, suffirait à faire réfléchir les agents. Mais le regard de Bradley s'assombrit. « Trop de détails pour être honnête, » dit-il froidement. Sans prévenir, il attrapa le bras de Marcus et le tordit dans son dos. « Vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de fraude militaire et usurpation d'identité. » Marcus serra les dents tandis que les menottes claquaient sur ses poignets. Il entendait les gens ralentir autour, certains sortir leur téléphone, d'autres murmurer. La honte l'envahit d'un seul coup.
pas parce qu'il avait quelque chose à se reprocher, mais parce qu'il savait que, dans ce moment précis, son humanité, sa dignité et ses années de service venaient d'être piétinées. Les menottes claquèrent sur les poignets de Marcus avec un bruit sec, brutal, comme un coup près. Il aurait juré que le monde s'était arrêté un instant. Le métal froid mordit sa peau, mais ce n'était rien comparé à la morsure de l'humiliation. Le soleil continuait de briller, indifférent, tandis qu'autour de lui, les passants ralentissaient, s'arrêtaient, sortaient leur téléphone, enregistrant sans retenue cette scène qu'ils ne comprenaient pas. Un homme noir en uniforme, me noté. Pour certains, c'était un spectacle. Pour d'autres, une confirmation de leurs soupçons, de leurs préjugés enfouis. C'est un faux militaire? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé cet uniforme ou quoi? Les murmures fusaient, les caméras tournaient. Et Marcus, enfermé dans le silence de l'injustice, ne pouvait que fixer le bitume, cherchant à ne pas exploser sous la colère, sous l'humiliation. Il fut jeté dans la voiture de police sans ménagement. L'intérieur sentait la sueur, le plastique brûlé et la résignation. Ses protestations, calmes mais fermes, furent totalement ignorées. Vous faites une erreur. Je suis un officier de l'US Air Force. Appelez la base de Maxwell. Vérifiez ma fiche. Silence. Aboyale plus geune agent. On connaît votre genre. Vous vous croyez au-dessus des lois. À la station de police, l'ambiance fut encore plus glaçante. Marcus fut emmené sans qu'on le regarde vraiment. Pas comme un homme. Pas comme un capitaine. Mais comme une nuisance qu'on voulait faire taire. Les interrogatoires commencèrent peu après, dans une salle sans fenêtre, éclairée par un néon blafard. Pourquoi portiez-vous cet uniforme? Êtes-vous vraiment allé au Moyen-Orient? Qui vous a donné ces médailles? La manière de poser les questions laissait entendre qu'ils avaient déjà la réponse. Une réponse toute faite, forgée dans des décennies de méfiance raciale. Chaque parole de Marcus semblait s'écraser contre un mur d'indifférence. Son uniforme ne suffisait plus à convaincre. Son grade, son dossier militaire, ses lettres de recommandation, tout cela semblait s'être évaporé dans une brume de suspicion. Comme si, dans cette pièce, il n'était plus qu'un homme noir en costume. Et rien d'autre. Le lendemain, les images de son arrestation avaient déjà fait le tour des réseaux sociaux. Sur TikTok, Instagram, Facebook. Les vidéos, filmées depuis 3 angles différents, montraient les agents armés, les menottes, Marcus debout, impassible mais mené de force. Les commentaires étaient partagés. Respectez nos soldats, même s'ils sont noirs, écrivait un ancien militaire. Mais d'autres. C'est sûrement un imposteur. Depuis quand les Noirs sont capitaines? Il a sûrement acheté cet uniforme. C'est encore une victime autoproclamée. Les chaînes locales de télévision reprirent l'affaire avec une voracité cynique, alimentant la polémique. Certains invités parlaient de précautions légitimes des forces de l'ordre, d'autres de possibles fraudes à grande échelle. Peu mentionnaient ses états de service. Peu montraient son visage hors du contexte de l'arrestation. Chez lui, la nouvelle frappa sa famille comme un ouragan. Sa mère, Cynthia Williams, infirmière à la retraite, apprit la nouvelle par un ancien collègue. Lorsqu'elle vit les images, elle s'effondra sur le canapé du salon, les mains sur la bouche. Elle avait élevé Marcus dans l'honneur, dans l'effort, dans la foi que s'il travaillait 2 fois plus, il aurait droit au respect. Tout ça pour rien, murmura-t-elle entre 2 sanglots. Son père, Henry Williams, un ancien sergent de l'armée, resta d'abord figé. Puis il alluma la télévision, la regarda en silence pendant de longues minutes, les bras croisés. Quand sa femme posa une main sur la sienne, elle sentit son tremblement. Une larme unique coula lentement sur sa joue. Au bureau militaire, ses supérieurs tentèrent de le soutenir du bout des lèvres. L'un d'eux, le colonel Davison, déclara « Nous croyons au capitaine Williams. Mais pour l'instant, nous devons laisser la procédure suivre son cours. » Suspendu à titre conservatoire, Marcus dut rendre son badge, son arme, ses accès. Il sortit de la base comme un étranger. Le monde qu'il avait servi pendant plus de 10 ans lui tournait le dos sans un mot. Il se retrouva plongé dans un système judiciaire froid, administratif, aveugle à ses explications. Les documents qu'il présentait, ses certificats de formation, lettres de recommandation, photos de missions humanitaires, témoignages de ces hommes semblaient glisser sur la surface d'un mur bureaucratique. Les enquêteurs n'écoutaient pas.
Il cochait des cases. Il fut officiellement accusé d'usurpation de fonctions militaires, un crime fédéral. S'il était reconnu coupable, il risquait jusqu'à 5 ans de prison et une radiation déshonorante. Mais Marcus savait. Il savait que ce n'était qu'un prétexte. Le vrai crime, c'était d'avoir porté cet uniforme avec fierté alors qu'il était noir. Les semaines suivantes furent un supplice. Il affronta le regard de ses collègues, certains devenus froids, d'autres carrément hostiles. Ceux qui le soutenaient le faisaient en privé. Dans les couloirs, on ne lui adressait plus la parole. Les sourires avaient disparu. Un jour, en allant chercher ses affaires à son ancien bureau, il entendit 2 soldats chuchoter. Te has villo. Il croyait qu'il pouvait nous berner. Tu parles, un héros de guerre. Mais Jasmine, sa fiancée, resta son pilier. Belle, brillante et tenace, elle était avocate en droit civique, et elle connaissait bien les rouages de la justice. Dès la première minute, elle prit les choses en main. Ils ne vont pas t'écraser, Marcus. Pas toi. Pas après tout ce que tu as traversé. Elle monta une défense juridique acharnée. Elle rédigea des requêtes, déposa des recours, exigea l'accès aux enregistrements de la base, aux images de la cérémonie. Elle appela ses anciens camarades, ses supérieurs, des journalistes indépendants. Elle prit contact avec la NACAC, avec des députés progressistes, avec des activistes vétérans. Et petit à petit, une autre vérité commença à émerger. Mais à quel prix? À travers cette épreuve, Marcus découvrit une force insoupçonnée, forgée dans le feu de l'humiliation et de l'injustice. Ce n'était plus seulement une question de laver son honneur, mais de faire entendre la voix de tous ceux que l'on avait réduits au silence. Il comprit que son combat dépassait sa personne. Il portait désormais les espoirs et les douleurs d'innombrables autres. Chaque nuit, il repassait les événements dans sa tête. Il se souvenait du claquement froid des menottes, du regard détourné d'un collègue qu'il avait autrefois aidé, des commentaires haineux sur les réseaux sociaux. Il n'a jamais été militaire, encore un qui joue au héros. Ces mots le blessaient, mais ne l'éteignaient pas. Il l'endurcissait. Jasmine, infatigable, organisa une conférence de presse dans un centre communautaire. Les caméras s'alignèrent. Marcus, en civil, les mains légèrement tremblantes, prit la parole devant une salle pleine à craquer et un pays suspendu à ses mots. Il parla sans notes, sans détour. Le jour de mon arrestation, je portais l'uniforme d'un capitaine, mais cela n'a pas suffi à prouver ma loyauté. Ma peau a parlé plus fort que mes états de service. Ce n'est pas une erreur, c'est un symptôme. Il évoqua son engagement, les sacrifices, les années de silence et de discipline. Il parla de son père, ancien soldat, de sa mère infirmière qui avait soigné des blessés sans jamais poser de questions, de tous ces Noirs qui servent leur pays dans l'ombre, sans jamais recevoir l'honneur qu'ils méritent. Le témoignage fit l'effet d'un choc. Les réseaux s'enflammèrent, mais cette fois dans l'autre sens. Des vétérans de toutes origines publièrent leurs histoires. Des officiers noirs commencèrent à parler, à dénoncer ce qu'ils avaient longtemps tu. Des figures publiques prirent position. L'armée, sous pression, ouvrit une enquête parallèle. Il apparut que plusieurs dossiers disciplinaires visant des militaires noirs étaient entachés d'irrégularités. Des courriels internes révélèrent des préjugés ancrés, des jugements hâtifs, des accusations fondées sur des soupçons sans preuve. Marcus n'était pas un cas isolé, il était le visage d'une réalité systémique. Le procès qui suivit fut suivi par toute la nation. Les preuves de son service, les lettres de ses anciens supérieurs, les témoignages de soldats qu'il avait commandés, tout fut enfin entendu. Un à un, les arguments de l'accusation tombèrent. La sentence tomba, non culpable. Et au-delà de ce verdict, l'institution militaire elle-même dut reconnaître ses fautes. Marcus fut réintégré avec les honneurs. Mais il savait que la blessure allait au-delà d'un dossier corrigé. Dans un discours prononcé devant un parterre de journalistes, de soldats et de civils, il déclara d'une voix ferme, mais émue. « Je suis le capitaine Marcus Williams. Pas seulement parce que j'ai un grade, mais parce que j'ai servi avec loyauté, dignité et amour pour mon pays. L'uniforme ne protège pas contre le racisme, mais l'honneur, lui, résiste à tout. Cette épreuve m'a changé. Elle m'a donné une mission. Et tant que des hommes seront jugés non pour leurs actes, mais pour leur apparence, je continuerai de parler, de témoigner, de me battre. » Son histoire devint un symbole.
On l'invita dans des universités, dans des académies militaires, dans des conférences sur les droits civiques. Des jeunes engagés disaient « Je veux servir comme Marcus ». Des campagnes pour la réforme du système disciplinaire militaire s'appuyèrent sur son témoignage. Il n'était plus seulement un capitaine. Il était devenu une voix, un repère, une promesse. Et cette promesse, il comptait bien la tenir.